Les fans de catch sont constamment en quête de renouveau, cherchant ces talents capables de bouleverser l'équilibre et de rendre chaque instant plus captivant. Mais cela prend une dimension encore plus forte quand il s'agit d'une personne unanimement respectée aussi bien dans les coulisses qu'aux yeux des fans. Biggie est l'une de ces rares personnalités. Après des années à divertir les foules, à soulever des titres et à faire vibrer des arènes avec son énergie contagieuse, Biggie est devenu une figure emblématique de Raw, prouvant qu'il était l'un des visages les plus méritants de la WWE. Pourtant, même dans l'adversité, Biggie n'a jamais perdu ce qui le rend si spécial, son optimisme, sa force intérieure et son amour pour ce qu'il fait. Et pour cela, j'aimerais qu'aujourd'hui vous me rejoigniez pour découvrir l'histoire d'un homme aux multiples talents, Biggie. Héctor Ewen est né le 1er mars 1986 à Tampa en Floride de parents prénommés Héctor et Margaret. En grandissant, il se passionne rapidement pour le monde du sport. Pendant ses études à Wharton High School, parmi les activités qu'il pratique, il y a la lutte amateur, où Héctor développe un tel talent qu'il finit par remporter un championnat d'État et même être nommé Ironman de l'année dans le comté de Hillsborough à un moment donné. Après ça, il entre à l'université de l'Iowa où il se met également au football américain, jouant comme lineman défensif pour les Hawkeyes et laissant sa marque jusqu'à ce que des blessures le forcent finalement à repenser son orientation. Cette orientation, comme il s'avéra, le conduirait à découvrir le monde du catch professionnel grâce à un ami de Jim Ross, qui suggéra qu'avec les attributs physiques et son expérience en lutte amateur, il devrait tenter sa chance à la WWE. Cet ami commun poursuivit en contactant un officiel de la WWE et organisa une session d'essai pour lui avec la Florida Championship Wrestling, la branche de développement de la compagnie à l'époque. Et c'est là, en commençant en 2009, que le natif de Tampa se révéla rapidement être un naturel sur le ring, terminant son entraînement en seulement quelques mois avant de faire ses débuts en décembre de la même année sous le nom de Biggie Langston. Mais bien sûr, ce n'était pas tout ce qu'il faisait à ce moment-là, car Héctor s'était tout autant engagé à réussir dans le monde du powerlifting, une discipline dans laquelle la WWE était ravie de le voir s'investir, espérant que ses succès apporteraient plus de légitimité à son personnage sur le ring. Et du succès, il en trouva certainement, au point de participer à sa première compétition officielle de l'USA Powerlifting en juillet 2010 lors des championnats américains où il finit premier et battit les 4 records de l'État de Floride dans la catégorie des 125 kg. Et si cela ne suffisait pas, l'année suivante, il se rendit à Scranton en Pennsylvanie où il remporta les Raw nationales de l'USAPL, battant des records nationaux dans les catégories de soulevé de terre, soulevant respectivement 362 kg et 924 kg. Satisfait de ses succès, il retourna à la FCW en mai 2011 où il s'associa à Calvin Reigns pour remporter les championnats par équipe de la FCW en battant Richie Steamboat et Seth Rollins peu de temps après. Sa notoriété continua de croître lorsqu'il battit Cesaro, alors membre du roster principal lors d'un événement WrestleMania Access en avril de l'année suivante. Il était alors évident pour tout le monde qu'un grand avenir attendait ce rookie, et il ne fut donc pas surprenant de le voir à cette époque se tourner vers l'étape suivante, le titre NXT. En effet, en 2012, la FCW avait été renommée NXT, et c'est sur cette nouvelle marque que Biggie entama une impressionnante série de victoires après avoir fait ses débuts officiels le 1er août de cette année-là. Si confiant qu'il était dans sa capacité à accumuler les victoires, il finit par ramener une vieille gimmick de King Kong Bundy, exigeant de l'arbitre qu'il compte jusqu'à 5 au lieu de 3. Signifiant ainsi qu'il n'avait pas seulement battu ses adversaires, mais qu'il les avait totalement écrasés. Peu de temps après, Biggie attira l'attention de Vickie Guerrero, qui tenta de le courtiser pour devenir sa manager. Mais fidèle à son rôle de face, Langston finit par rejeter ses offres, ce qui poussa la veuve du regretté Eddie Guerrero à mettre une prime sur sa tête, envoyant de nombreux jobbers dans les semaines suivantes pour tenter de l'éliminer. Bien sûr, tous ses adversaires furent rapidement écartés et peu de temps après, le rookie obtient enfin une opportunité pour le titre majeur de la marque en entamant une rivalité avec le Shield à la fin de cette année-là. Cela conduisit finalement à un match pour le titre contre le champion NXT Seth Rollins lors de l'épisode du 9 janvier 2013 et c'est cette nuit-là qu'après avoir battu l'architecte, Langston put se proclamer champion du monde pour la première fois de sa carrière, levant fièrement le titre. Il s'avérait être un champion combatif par la suite, accumulant une série de défenses réussies contre des adversaires tels que Corey Graves, Brad Maddox et Damien Sandow. Mais rien de bon ne dure éternellement et après avoir perdu son titre face à Bo Dallas en juin de la même année, Biggie fut contraint de se réinventer. Il décida alors qu'il n'avait plus rien que la marque Noir et Or pouvait lui offrir et fut transféré dans le roster principal où il devient immédiatement heel en s'alliant avec Dolph Ziggler et AJ Lee. En formant une alliance avec Dolph Ziggler et AJ Lee, Biggie Langston s'est rapidement imposé comme une force redoutable à Raw. Ensemble, le trio est devenu le fléau du roster rouge, s'attaquant directement à une cible de prestige, John Cena. Cette période, Biggie occupait principalement le rôle d'enforcer, intervenant rarement sur le ring. Mais à chaque fois qu'il en avait l'occasion, il prouvait qu'il était une menace tout aussi sérieuse que n'importe quel autre catcheur. Cela s'est confirmé lorsqu'il a battu Daniel Bryan lors de l'épisode de Raw du 8 avril 2013. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue lorsqu'en mai 2013, Dolph Ziggler a dû abandonner son titre de champion du monde poids lourd après avoir subi une commotion cérébrale. Cela a offert à Biggie l'opportunité de participer à une série de 5 matchs contre Alberto Del Rio pour déterminer le nouveau champion. Malheureusement, cette tentative n'a pas été couronnée de succès.
Et les mois suivants n'ont pas été plus cléments pour le trio puisque Ziggler a mis fin à sa relation avec AJ Lee en juillet, causant ainsi la dissolution du groupe. Malgré cela, Biggie a continué à soutenir AJ dans sa rivalité contre leur ancien allié Ziggler et Caitlyn, une histoire qui a culminé lors d'un match mixte à SummerSlam en 2013. Après cet affrontement, Biggie a opéré un changement majeur en devenant face. Il a pris ses distances avec AJ Lee et s'est associé à CM Punk pour affronter Curtis Axel et Ryback. Ce partenariat est né après que Paul Heyman, le manager de ces derniers, ait publiquement qualifié Biggie de simple rookie. Leur rivalité a permis à Biggie de s'imposer encore davantage, notamment en décrochant une victoire décisive sur Curtis Axel lors de l'épisode de Raw du 21 octobre. Et cette victoire lui a valu une opportunité pour le titre intercontinental. Ainsi, le 18 novembre 2013, Biggie a saisi cette chance en battant Curtis Axel pour devenir le nouveau champion intercontinental, marquant ainsi son premier titre majeur dans le roster principal. Il a ensuite défendu avec succès sa ceinture lors de leur revanche au Survivor Series quelques jours plus tard, puis a continué les défenses réussies contre des adversaires comme Damien Sandow et Jack Swagger tout en conservant le titre pendant 167 jours. En réalité, cette longévité était particulièrement impressionnante à une époque où les titres de milieu de carte changeaient fréquemment de main. Mais même après avoir perdu le titre, Biggie a continué à attirer l'attention de Vince McMahon qui voyait en lui un grand potentiel. C'est d'ailleurs à cette période qu'il a abandonné le nom de Langston pour devenir simplement Biggie, une décision typique de McMahon pour donner une identité plus percutante à ses catcheurs qui prouvait que le patron voyait un futur brillant pour le natif de Floride. L'ascension de Biggie s'est poursuivie avec des rivalités notables, notamment contre Rusev avant de revenir dans la course au titre intercontinental. Mais c'est en fin d'année 2014 que Biggie a véritablement franchi un cap, car un nouveau jour se levait à la WWE et avec lui une nouvelle faction emblématique allait voir le jour. Et vous connaissez tous la suite. À l'été 2014, Biggie commence à former une équipe avec Kofi Kingston et Xavier Woods, et ensemble ils se rebaptisent le New Day, un groupe de superstars optimistes et pleines de joie qui voulaient simplement s'amuser et répandre de la positivité. Néanmoins au début, cela ne fut pas bien accueilli par les fans qui trouvaient l'ensemble trop ridicule pour être pris au sérieux. Il n'aidait pas non plus que les personnalités des trois hommes n'avaient pas vraiment la possibilité de s'exprimer, et qu'on leur demandait plutôt de réciter des scripts franchement horribles, ce qui ne faisait qu'attirer encore plus de huées du public. Dans une tentative de sauver la gimmick, la WWE décida de tourner la situation dès avril de l'année suivante, permettant enfin au groupe de montrer une partie de leur vraie personnalité. Le groupe se transforma alors pour devenir quelque chose qui se rapprochait de ce qu'ils sont aujourd'hui, une référence à la pop culture, une fête partagée entre trois amis. Ce changement fut rapidement suivi par un soutien renouvelé de la part des fans pour Biggie, Kofi et Xavier, avec les huées qui se faisaient progressivement couvrir par des acclamations dans les mois qui suivirent. Néanmoins, avant de tourner officiellement face, ils jouèrent avec le public pendant un certain temps, les incitant à vouloir toujours plus. Ce soutien s'intensifia lorsqu'ils remportèrent leur premier titre par équipe lors de l'Extreme Rules de cette année-là, utilisant la règle Freebird qui leur permettait à tous les trois de défendre les ceintures ensemble. Ensuite, ils affrontèrent de nombreux challengers, tels que Primetime Players, l'Ascension et les Lucha Dragons. Même lorsqu'ils perdirent brièvement les titres face à l'ancien duo lors du Money in the Bank 2015, ils réussirent à les récupérer seulement 2 mois plus tard, prouvant sans l'ombre d'un doute qu'ils étaient l'équipe dominante de la division. Ils se défendirent ensuite avec succès face aux légendaires Dudley Boyz avant de commencer ce qui allait devenir à bien des égards leur rivalité la plus marquante. En décembre, ils affrontèrent les Usos lors d'un match TLC, un effort exceptionnel qui fut le premier d'une série de combats mémorables entre les deux équipes. Au fil des années, ces affrontements furent parmi les meilleurs matchs par équipe vus à la WWE depuis les grandes heures de l'Attitude Era 14 ans plus tôt. C'est aussi autour de cette période que le New Day céda enfin à la demande des fans et se tourna officiellement face. Dès lors, ils devinrent l'un des actes les plus populaires du roster, réussissant à plaire non seulement aux hommes adultes, mais aussi aux femmes et aux enfants. Leur popularité fut telle qu'ils devinrent l'un des plus grands vendeurs de merchandising de la compagnie, rivalisant avec des noms comme John Cena, Roman Reigns et Becky Lynch pour la première place. Leur succès commercial était tel qu'ils devenaient l'un des rares exemples d'une équipe qui ne serait pas dissoute après une année ensemble, renforçant ainsi leur lien avec les fans qui pouvaient sentir à quel point les trois hommes étaient proches. L'un des moyens par lesquels les fans pouvaient le percevoir en plus de leur activité à l'écran était dans leurs activités extérieures. Que ce soit sur la chaîne YouTube de Xavier Woods Up Up Down Down ou leur podcast Feel the Power, ils étaient capables de laisser briller leur personnalité, utilisant toutes les avenues possibles pour se connecter avec leurs fans et attirant même de nouveaux adeptes parmi les jeunes joueurs et YouTubeurs de la génération Z. De retour sur le ring cependant, leur objectif restait le même, accumuler les victoires partout où ils allaient. Et ça, ils le firent souvent avec des matchs contre des équipes comme la League of Nations, les Vaudevillains et les Good Brothers qu'ils remportèrent à chaque fois au fil des mois, continuant ainsi leur règne en tant que champions par équipe. Et après avoir battu tout ce que SmackDown avait à offrir, ils furent finalement déplacés à Raw en juillet 2016 dans le cadre de la draft de cette année-là, établissant ainsi le record du plus long règne de champion par équipe avec 332 jours, seulement 3 jours après ce changement. Bien entendu, bien qu'ils aient atteint ce statut, cela ne signifiait pas qu'ils étaient prêts à l'abandonner tout de suite. Au cours des mois suivants, ils repousseraient une nouvelle fois les Good Brothers avant d'affronter un nouveau groupe de challengers sous la forme de The Bar.
Et malgré les efforts de chaque équipe, aucune ne semblait capable de percer le secret pour battre les champions, même lorsque des stars en solo de haut niveau comme Chris Jericho et Kevin Owens ou Roman Reigns et Seth Rollins se sont unis pour les renverser. Ils furent facilement vaincus alors que le New Day continuait sur sa lancée, semblant à ce moment-là sur le point de conserver leur titre indéfiniment. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Ainsi, lors de l'événement Roadblock End of the Line le 18 décembre 2016, ce serait le bar qui viendrait enfin à bout du trio, mettant fin à leur règne record de 483 jours. À partir de là, le New Day prendra un peu de recul durant les mois suivants, laissant d'autres équipes prendre la lumière tout en jouant le rôle d'hôte pour WrestleMania 33. Arrivé à l'été 2017, ils seraient prêts à revenir dans la course au titre après avoir été transférés à SmackDown, entamant ainsi leur rivalité avec les Usos et allant même jusqu'à les battre pour les titres par équipe de SmackDown lors du pay-per-view Battleground le 23 juillet. Les deux équipes passèrent le reste de l'année et même bien plus à échanger les ceintures, offrant certains des meilleurs matchs par équipe de leur génération. Si vous n'avez le temps de regarder qu'un seul de ces affrontements, retournez voir leur match à Hell in a Cell lors du pay-per-view éponyme de cette année-là. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à la division tag de la WWE depuis TLC 2. À la fin de la rivalité, ce seraient cependant les Bludgeon Brothers qui finiraient par s'emparer des ceintures. Cela n'arrêterait pas Biggie et ses coéquipiers car ils se lanceraient dans une nouvelle rivalité avec le duo de monstres les Bludgeon Brothers durant l'été 2018, une rivalité qui se terminerait par la récupération de leur ceinture perdue lors de l'épisode de SmackDown du 21 août. Et cela marquerait le début de leur troisième règne avec les ceintures de la marque bleue. Néanmoins, une fois ce règne terminé, la quête pour redevenir champion par équipe serait mise en pause lorsqu'une nouvelle histoire émergeait. Kofi Kingston. Avec la montée de la Kofi Mania, Kofi Kingston deviendrait une sensation populaire, une star qui après des années, 8 ans exactement à se maintenir dans la mid-card, serait maintenant sur le point d'entrer sur la scène du main event pour le titre de la compagnie à WrestleMania. À ce moment-là, de nombreuses rumeurs circulaient, suggérant que comme c'était la tradition avec toutes les équipes de la compagnie, cela marquerait la fin du New Day. En effet, le plan habituel de la WWE voulait que si Kingston accédait au main event, il ne pouvait plus être cantonné à la division par équipe. Bien sûr, la solution la plus évidente pour la compagnie aurait été de transformer Biggie ou Xavier Woods en heel, mais dans un changement rafraîchissant de direction, cela n'arriverait pas. Au lieu de cela, les deux hommes montreraient la force de l'amitié et de la positivité, soutenant leur coéquipier et l'aidant à obtenir son match pour le titre. Et ça après avoir été jusqu'au bout d'un match gauntlet lors de l'épisode de SmackDown du 27 mars 2019. Et lorsque Kofi remportera finalement le titre cette nuit-là, Biggie et Xavier seront à ses côtés pour célébrer, prouvant une fois de plus que le New Day est une unité et que rien ne pourrait jamais les séparer. Bien sûr, avec le nouveau champion qui entamait une carrière en solo tout en restant aligné avec ses coéquipiers, cela laissait les deux autres membres du New Day évoluer seuls dans la division par équipe pendant un moment. Ils ont ainsi obtenu une nouvelle chance pour les titres par équipe de SmackDown lors de l'événement Extreme Rules du 14 juillet 2019, où ils ont fini par battre Daniel Bryan et Eric Rowan pour débuter leur quatrième règne. Néanmoins, à ce stade, étant donné que la compagnie avait réussi à faire de Kofi Kingston un champion, les appels pour offrir une chance à Biggie se multipliaient. Beaucoup le considéraient comme une future star en attente depuis des années. Et lorsque les 12 mois suivants l'ont vu rester fermement ancré dans la division par équipe, de nombreux fans étaient déçus. Il est clair que la WWE a entendu cela, car lors de l'épisode du 24 juillet 2020 de SmackDown, Kofi annonça qu'il serait contraint de prendre 6 semaines de congé à cause d'une blessure. Et comme Xavier Woods était aussi blessé à ce moment-là, il donna sa bénédiction à Biggie pour enfin entamer cette carrière en solo tant attendue. À partir de là, le Floridien entama une rivalité avec Sheamus, qu'il réussit à battre à plusieurs reprises avant d'être séparé de ses frères du New Day lors du draft de cette année-là lorsque Kofi et Woods furent transférés à Raw. À ce moment-là, beaucoup ressentaient des sentiments partagés, car cela semblait signifier que la WWE prenait au sérieux la montée en puissance de Biggie en solo tout en marquant la fin d'un des meilleurs groupes de la compagnie. Heureusement, les fans n'eurent pas à s'inquiéter, car ils ont eu le meilleur des deux mondes. Bien qu'ils ne soient plus à l'écran chaque semaine, le New Day a clairement montré qu'ils étaient toujours une unité et qu'ils continueraient à apparaître ensemble lors des soirées de pay-per-view lorsque les deux shows se rejoignaient temporairement. Cela dit, chaque vendredi devenait le show de Biggie qui continuerait à bâtir son momentum en solo. En fait, lors de l'édition de Noël de cette année-là, il battit Sami Zayn dans un match de type Lumberjack pour remporter le titre intercontinental, un titre qu'il détenait pendant les 3 mois suivants, prouvant qu'il était l'une des étoiles montantes de la brande bleue pendant l'ère de la pandémie. Pourtant, on avait l'impression que Vince McMahon restait prudent avant de lui donner un véritable push, une décision qui, avec du recul, semblait liée à l'attente du retour du public. Puis, le 18 juillet 2021, lors de Money in the Bank, le premier pay-per-view de la WWE avec un public complet après plus d'1 an et demi, Biggie remporta le match de l'échelle, obtenant ainsi une chance pour le titre WWE à n'importe quel moment dans les 12 mois suivants. Finalement, il semblait que la compagnie avait enfin décidé de soutenir le Floridien. Et ressentant ce changement dans l'air, les fans commencèrent à s'exciter en attendant le moment où il encaisserait sa mallette. Ce qu'ils n'avaient probablement pas prévu, c'est que, en tant que lutteur de SmackDown, Biggie encaisserait sur Raw. Et en plus de cela, il l'annoncerait à l'avance. En effet, dans l'épisode du 10 septembre 2021 de SmackDown, Biggie annonça qu'il serait à Raw la semaine suivante, posant ainsi les bases pour qu'il confirme sur les réseaux sociaux qu'il encaisserait sa mallette pour affronter le vainqueur du match pour le titre de la compagnie cette nuit-là entre Bobby Lashley et Randy Orton.
Et fidèle à sa parole, après que Lashley était déclaré vainqueur à la fin du show, la musique de Biggie résonna et il se précipita sur le ring pour revendiquer la ceinture. Puis quelques minutes plus tard, un nouveau champion apparaissait et Biggie tenait la ceinture au-dessus de sa tête tandis que Kofi Kingston et Xavier Woods descendaient pour célébrer avec lui dans une scène qui rappelait son grand moment à WrestleMania 35. Dans un mouvement qui marque la fin d'une époque, ses coéquipiers Kofi Kingston et Xavier Woods sont eux transférés à SmackDown. Ce changement signe la fin du New Day tel qu'on la connaissait, et les fans sont partagés entre tristesse et excitation à l'idée de voir Biggie se lancer dans sa carrière en solo tout en se demandant ce que deviendront Kofi et Xavier sans lui. Mais cette décision était nécessaire, surtout pour Biggie qui a toujours été vu par Vince McMahon comme un projet majeur. En effet, à son arrivée en 2009 à la FCW, c'est bien Biggie qui était destiné à régner sur la compagnie dans les 10 prochaines années. Cependant, une personne visionnaire s'y est opposée pour nous offrir une autre perspective qui allait s'avérer payante. Vous l'aurez peut-être compris pour certains d'entre vous, il s'agit de Triple H et de Roman Reigns. Et oui, à ce moment-là, chacun régnait sur son show jusqu'à leur rencontre lors des Survivor Series dans un match champion vs champion. Un affrontement magistral, d'autant plus que Biggie venait de réussir des défenses de titre impressionnantes. Malheureusement, sans réelle surprise, Roman Reigns, alors invincible et intouchable, remporta la victoire, mettant ainsi fin au statut de champion invaincu de Biggie. Malgré tout, après cette performance, son statut de champion nous semblait légitime et nous étions nombreux à parier que son règne allait durer et qu'il allait tirer profit de cette opportunité. N'est-ce pas ? Eh bien, il semblerait que non, car lors de Day One, Biggie perd son titre face à un Lesnar de retour dans un Fatal 5-Way match où il affrontait La Bête, Bobby Lashley, Kevin Owens et Seth Rollins. Même s'il avait une chance d'obtenir une place à WrestleMania avec le Royal Rumble, le schéma était clair et prévisible. Ce serait Lesnar et Reigns à WrestleMania. Alors que ferait Biggie par la suite ? Poursuivre sa carrière en solo ou retrouver son équipe dans le show bleu ? Finalement, ce serait le destin qui choisira pour lui puisqu'il a été drafté à SmackDown le soir même. Puis, un tournant inattendu vient stopper sa carrière, car le 11 mars 2022, lors d'un match contre Ridge Holland, Biggie retombe sur son cou après une souplex à l'extérieur du ring, mettant ainsi fin prématurément à sa carrière. Il se retire des écrans pendant une longue période avant de revenir à la WWE non plus sur le ring mais en tant que commentateur et intervenant lors des pay-per-view. Finalement, le 2 décembre 2022 à Raw, lors de la célébration des 10 ans du New Day, Biggie fait son retour après 2 ans et 9 mois d'absence. Dans l'attente d'avoir le feu vert pour revenir sur le ring, il propose à ses deux frères de devenir leur manager, mais Kofi Kingston et Xavier Woods effectuent un heel turn, refusent son offre et l'excluent du groupe pour ne former qu'un duo. Cette décision a choqué les fans, mais elle montre que Triple H sait ce qu'il fait avec cette équipe emblématique qui aura droit à une vidéo dédiée. Maintenant, où va aller le New Day et surtout Biggie ? Car même si certaines choses sont claires niveau santé, d'autres restent à finaliser. Mais peu importe où Biggie choisira d'aller, une chose est certaine, il a marqué l'histoire de la WWE en solo comme en équipe. Son slogan « Can you feel the power » ne résonne pas seulement dans le ring, mais dans l'esprit des fans, car sa puissance et son héritage sont indélébiles pour les années à venir. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire, likez, commentez, partagez, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, c'était Vince encore une fois, merci à tous.